L'appel de l'équipe Alpha retentit dans le système de sonorisation du Carnival Triomphe, réveillant les passagers. Parmi les réveillés, un couple voyage avec leurs 2 enfants. Le mari ouvre la porte de leur cabine et voit le couloir rempli d'une épaisse fumée noire. En 1972, Ted Harrison, homme d'affaires déjà fortuné, fonde Carnival Cruise Line en quête de nouvelles opportunités. Harrison avait une vision claire pour Carnival Cruise Line. Harrison a rendu la croisière amusante, abordable et accessible, promouvant son entreprise comme une expérience de plaisir. Cela a attiré de nombreux clients et permis à l'entreprise de devenir le plus grand opérateur de croisières au monde. Le Carnival Triomphe a été construit en 1999 par Fincantieri à Monfalcone, Italie. Le navire faisait partie de la classe Destiny, le premier de son genre à dépasser les 100 000 tonnes de jauge brute. Il a fixé une nouvelle norme de taille et de confort dans l'industrie des croisières. Il compte 3540 couchettes passagers dans 1379 cabines et 1118 pour l'équipage. Il est construit avec 4 ponts au-dessus du pont principal, plus 7 ponts de superstructure à l'intérieur de la coque. Il mesure 273 mètres de long, avec une largeur de 36 mètres et un tonnage brut de 101 509 tonnes. Mi-2012. Carnival Cruise Line commence à promouvoir le Triomphe pour une nouvelle route prévue en février 2013. L'itinéraire de la croisière commence au port de Galveston, au Texas, avec comme destination principale Cozumel. Île caribéenne réputée pour ses plages, récifs coralliens et culture animée près de la péninsule du Yucatan, la croisière est une escapade courte et ludique pour familles, couples et amis, en quête de vacances de 4 nuits. Le Triomphe est en service depuis près de 13 ans, naviguant principalement vers les Caraïbes occidentales, lors de croisières de 7 nuits. L'évolution du marché des croisières courtes inclut les itinéraires de 3 ou 4 nuits. Un temps de rotation plus rapide impose à l'équipage d'embarquer et débarquer les passagers plus souvent. Pour que tout fonctionne sans accroc, le Carnival Triomphe est équipé d'une propulsion diesel électrique et de 6 générateurs principaux. Le système diesel électrique produit toute l'électricité du navire, y compris pour les moteurs de propulsion. Il possède aussi 6 propulseurs pour manœuvrer en entrant ou sortant du port. En février 2013, au début du nouveau planning, seuls 4 des 6 générateurs fonctionnent à pleine capacité. Le générateur numéro 6 a un entretien en retard, régulièrement signalé par l'équipage dans les registres de maintenance du navire. Carnival a un nouvel itinéraire et segment de marché, ils doivent donc tenir leurs promesses envers leurs invités. Alors peut-être qu'ils n'ont pas le temps de retirer le navire du service pour une maintenance majeure. Bien sûr, ils s'assurent que la sécurité du navire reste prioritaire. Ils savent que les conduites de carburant flexibles dans les salles des machines sont à risque en raison de fuites sur d'autres navires à infrastructure similaire. 9 fuites de carburant en 2 ans. L'entreprise exige l'installation d'écrans de protection autour des conduites flexibles dans les salles des machines. Triomphe suit l'instruction, mais n'installe pas d'écran de protection sur la conduite de carburant sous les plaques de pont. Une plaque de pont ouvre l'accès à la machinerie. Je ne suis pas sûr de pourquoi ils n'installent pas d'écran de protection, mais j'imagine que c'est peut-être parce que cela pourrait gêner l'accès que la plaque de pont offre. L'une des raisons pour lesquelles ils évitent de projeter du carburant dans la salle des machines est le risque d'incendie. Triomphe possède un système anti-incendie à brouillard d'eau haute pression intégré au compartiment moteur. Ce système projette de l'eau à haute pression sous forme de brouillard ou de fine brume à grande vitesse. Cela refroidit efficacement, éteint les dangers comme les incendies et dissipe les gaz dangereux. Le 7 février 2013, le Carnival Triomphe se prépare à quitter Galveston. Dans le terminal, 3143 passagers attendent, tous impatients de commencer leur voyage, avec 1100 membres d'équipage prêts à les servir pendant les 4 prochains jours. L'équipage aide à l'embarquement, gère les bagages et veille à ce que les procédures de sécurité soient en place. Ils supervisent également les exercices de sécurité obligatoires pour les passagers, y compris les instructions concernant les canaux de sauvetage et les protocoles d'urgence. Parmi les passagers, il y a couples, familles et groupes d'amis. Après l'embarquement, les invités explorent le navire et prennent des photos en découvrant les lieux. Ils trouvent de nombreuses options de restauration.
des salles à manger aux restaurants à la carte. Il existe des bars à thème comme le bar Alchimie, le Red Frog Rum et le Blue Iguana Tequila. Le navire dispose d'un grand théâtre pour des spectacles de style Broadway, d'un casino et de plusieurs salons avec de la musique live et d'autres divertissements. Il y a 2 piscines extérieures principales, dont une avec un toit rétractable, des bains à remous et des toboggans aquatiques. Il y a même un mini-golf. Les hébergements vont des cabines intérieures aux suites et cabines avec vue sur l'océan. Les cabines intérieures n'ont pas de fenêtres, sauf 38 qui ont un balcon privé. Les chambres avec vue sur l'océan disposent de grandes fenêtres ou de hublots, et les suites de luxe offrent plus d'espace et des équipements haut de gamme. En fin d'après-midi, le Carnival Triumph quitte Galveston pendant que les passagers s'installent et profitent des équipements du navire. Les adultes se détendent près de la piscine pendant que les enfants jouent. Certains vont au casino, d'autres se relaxent dans les bars et salons. Les membres de l'équipage assurent un service rapide, garantissant une expérience sans accroc alors qu'ils prennent la mer. Le dîner est servi dans les salles à manger principales et les restaurants spécialisés, puis les invités assistent au spectacle du soir entre théâtre et comédie. Le lendemain matin, le 8 février, les passagers commencent leur journée par un buffet de petit déjeuner et profitent de la brise marine ainsi que de l'odeur de l'océan. Après le petit déjeuner, des invités suivent des cours de fitness, d'autres profitent du spa ou des jeux près de la piscine. Le déjeuner est servi à midi avec des démonstrations culinaires. Les adultes en ont pour leur argent, et les enfants à bord passent leur temps dans la salle d'arcade, les salles de jeux et la piscine. Ce soir-là, le Carnival Triumph organise une soirée de gala avec des menus spéciaux pour le dîner. Les passagers profitent de la soirée pendant que le navire met le cap sur le Mexique. Le 9 février au matin, le Carnival Triumph accoste à Cozumel, où les passagers découvrent les trésors de cette île caribéenne. L'équipage utilise ce temps pour préparer le navire et organiser les activités du soir avant le retour des invités à Galveston en milieu d'après-midi. À 16h30, le Carnival Triumph s'apprête à quitter Cozumel pour le voyage retour. Les passagers reprennent leur activité, profitent du dîner et des divertissements du soir. Le 10 février au matin, l'équipage du navire réalise des contrôles de routine. À 03h30, le second mécanicien arrive en salle des machines pour sa garde de 04h00 à 08h00. Il doit évaluer et signaler toute anomalie dans la salle des machines, ainsi qu'effectuer des vérifications et routines standards. Il envoie le troisième mécanicien, un cadet et un graisseur entretenir la salle des compresseurs de climatisation. À 03h45, Euler arrive dans la salle des machines et, après avoir reçu la relève de la veille, Euler effectue une vérification de routine de la salle des machines. À 03h50, le cadet rejoint la salle de contrôle. À 04h35, Euler fait sa ronde et inspecte le moteur numéro 6 dans la salle des machines arrière, où il ne remarque rien d'inhabituel. À 05h16, le second mécanicien est alerté par la passerelle. L'alarme incendie du groupe électrogène diesel numéro 6 a retenti. Le second mécanicien demande par radio au troisième d'enquêter. Le troisième mécanicien, l'élève officier et Euler quittent la salle des compresseurs pour rejoindre la salle des machines arrière. Le troisième mécanicien sent une odeur et voit du carburant pulvérisé en entrant. Le carburant jaillit du moteur numéro 6 sous les plaques de pont, atteignant 6 mètres entre les turbocompresseurs. À 05h19, il déclenche l'arrêt d'urgence manuel du groupe diesel numéro 6. 5 minutes plus tard, le troisième mécanicien, Euler, et l'aspirant vont à la salle des séparateurs de fuel et ferment la vanne d'alimentation des moteurs 5 et 6. À 05h25, l'aspirant quitte la salle des séparateurs de fuel pour vérifier la salle des machines arrière. De retour dans la salle des machines, il voit le moteur en flammes. Il repart et court prévenir le deuxième mécanicien dans la salle de contrôle. À 05h27, le système anti-incendie par brouillard s'active automatiquement. Le second mécanicien informe l'ingénieur en chef de la fuite de carburant et de l'incendie. 1 minute plus tard, le premier officier aperçoit des flammes dans la salle des machines et déclenche un appel Alpha Team sur la sonorisation du navire, pour que tout le monde à bord l'entende. Alpha Team essaie le code pour une urgence incendie. Les passagers des premier et deuxième ponts sentent la fumée dans les couloirs, tandis que ceux près de la piscine voient tas de grosses volutes noires monter dans l'air.
Depuis le pont supérieur, le capitaine rejoint la passerelle et entend les annonces de l'équipe Alpha. Le chef mécanicien dévale les 100 marches depuis le pont 8 et se précipite vers la salle de contrôle des machines, où le second mécanicien vérifie déjà le panneau de contrôle du brouillard dense. Il confirme que le système de brouillard dense s'est déclenché. Pour le groupe électrogène diesel numéro 6, la puissance du générateur 6 fluctue puis s'arrête complètement. Toutes les lumières du panneau de contrôle s'éteignent et le second mécanicien arrête tous les groupes électrogènes. Le chef mécanicien rejoint la salle de contrôle et relève le second mécanicien sur la passerelle. Le directeur de croisière et l'officier environnemental sont de quart de 04h à 08h, tandis que le commandant en second et le premier officier tiennent le capitaine informé. Ils voient des flammes sur le moniteur de vidéosurveillance. Le chef mécanicien contacte la passerelle, informe le capitaine de la gravité de la situation et demande l'autorisation de libérer du dioxyde de carbone, 2 pour éteindre l'incendie. Le capitaine accepte, mais exige qu'on appelle d'abord. La personne coincée dans la salle des machines lors de l'activation du système de dioxyde de carbone risque l'asphyxie et la mort. Le tableau d'appel des ingénieurs se trouve dans un couloir à l'extérieur de la salle de contrôle des machines. Chaque personne doit laisser son badge d'identification sur le crochet en entrant dans la salle des machines. Il y a 2 badges sur le tableau. L'ingénieur en chef envoie des équipes pour confirmer que la salle des machines est sécurisée avant de libérer le dioxyde de carbone. 2. Il vérifie que les portes de la salle de traitement des déchets sont fermées et qu'aucun équipage n'y est présent. La salle de traitement des déchets étant dans la même zone dioxyde de carbone, 2 que la salle des machines arrière, il se rend ensuite aux armoires d'activation à distance du dioxyde de carbone, 2 situées juste à l'extérieur de la salle des machines. Il active l'alarme dioxyde de carbone, 2 et vérifie la fermeture et le scellement des portes coupe-feu et clapet. Le système dioxyde de carbone, 2 dans la salle des machines arrière ne s'active pas. Il monte les escaliers jusqu'au pont numéro 11 dans la salle dioxyde de carbone, 2. En chemin, il remarque que les lumières du navire commencent à clignoter. L'alarme dioxyde de carbone, 2 clignote devant la salle de stockage des bouteilles, indiquant que la pièce est remplie de dioxyde de carbone, 2 est dangereuse à entrer. La salle de dioxyde de carbone, 2 se trouve à côté de la salle du générateur de secours, où sont postés l'officier électronique principal et le premier ingénieur. Le chef mécanicien envoie le chef frigoriste pour confirmer que les clapets coupe-feu au-dessus de la salle des machines arrière sont fermés. Le dioxyde de carbone, 2 restera contenu si les clapets sont bien fermés. Le chef frigoriste confirme que tous les clapets et portes coupe-feu de la salle des ordures le sont. L'officier électronicien met un appareil respiratoire et entre dans la salle de dioxyde de carbone, 2 où il voit les lumières allumées, mais le voyant rouge de la vanne de décharge éteint. Il découvre qu'une des bouteilles de dioxyde de carbone, 2 fuit et qu'une deuxième bouteille a un bouchon mal fermé. Il demande l'autorisation de libérer manuellement le dioxyde de carbone. 2 reçoit le feu vert et tente de tourner la vanne principale. La vanne sous pression nécessite de la force pour tourner. La tige se soulève, relâchant la pression et libérant le dioxyde de carbone. 2. En sortant de la salle du dioxyde de carbone, 2 il voit de la fumée blanche dans le couloir. Quelques instants plus tard, la fumée a disparu sur la passerelle. L'officier de sécurité et le capitaine discutent d'ouvrir les portes entre le pont 0 et la station d'amarrage arrière pour évacuer la fumée de la zone de rassemblement et la salle de contrôle. La fumée atteint déjà les ponts passagers à l'arrière du navire. Les passagers ignorent toujours la situation, l'équipage n'ayant rien annoncé depuis le message de l'équipe Alpha sur le système sonore. Certains passagers cherchent des gilets de sauvetage et tentent de retrouver famille et amis dans la panique, redoutant le pire. Des centaines de passagers se pressent dans le centre d'évacuation du pont 0 au-dessus de la salle des machines arrière. L'équipage rafraîchit la zone près de la salle des machines en pulvérisant une fine brume d'eau pour diminuer la chaleur de l'incendie. Lorsque l'eau chauffée devient vapeur, le gaz se dilate 1600 fois par rapport au volume initial. L'équipage arrose les cloisons par courtes rafales avec les lances incendie pour réduire la chaleur, plutôt que de pulvériser en continu. L'eau surchauffée se transformera en vapeur et se dilatera dans les espaces clos du navire, faisant bouillir l'équipage comme s'ils étaient coincés dans une cocotte minute. Le chef mécanicien, l'ingénieur, les cadets et le personnel retournent à la salle de contrôle. Les officiers en électronique et sécurité mettent des appareils respiratoires et entrent dans la salle des machines avant pour inspecter toutes les zones autour de la salle des machines arrière.
Cela inclut la salle des machines avant, les salles des tableaux principaux et la salle des moteurs de propulsion. L'officier de sécurité contrôle les cloisons avant et arrière avec un thermomètre laser pour détecter des points chauds. La salle des machines reste stable à 50 degrés Celsius, mais des températures jusqu'à 220 degrés Celsius sont relevées aux zones les plus touchées par l'incendie. Le chef mécanicien intérimaire installe une ligne électrique temporaire du moteur de propulsion au système iFog pour le réactiver. 30 minutes après l'annonce de l'équipe Alpha, le capitaine s'adresse aux passagers. Il ordonne aux personnes de la zone d'évacuation de regagner aussitôt leurs cabines et chambres, précisant qu'un incident a eu lieu dans la salle de contrôle des machines, mais que tout est maîtrisé. Après l'annonce, les lumières vacillent, puis le navire est plongé dans l'obscurité. Le système de propulsion s'arrête ensuite progressivement, les moteurs perdant leur puissance. Je suis partagé. Écouter le capitaine et l'équipage facilite la vie de tous si les passagers suivent les instructions. Si vous avez vu ma vidéo sur SeaWorld, lien ci-joint, vous pourriez douter de ce que dit l'équipage. En cas de fumée, d'extinction des lumières et de perte de puissance des moteurs, je n'irai pas dans ma cabine. Je chercherai un endroit élevé sur le pont. À 06h08, l'équipage éteint l'incendie dans la salle des machines, mais l'électricité reste coupée. À bord, 3143 passagers et 1100 membres d'équipage sont coincés au milieu de l'océan. Le capitaine et ses officiers prévoient de coordonner avec 2 remorqueurs pour tirer le Carnival Triumph jusqu'au port de Progreso, au Mexique, en 2 jours. Même si le danger initial de l'incendie est écarté, la situation à bord inquiète toujours les passagers. Sans électricité, de nombreux services sont indisponibles, les ascenseurs à l'arrêt et la climatisation hors service, rendant l'atmosphère inconfortable et humide. Pas d'eau courante et les pompes de la fosse septique sont en panne, donc les passagers ne peuvent pas utiliser les toilettes de leur cabine. Seulement 5 toilettes publiques fonctionnent pour plus de 4000 personnes et se bougent vite à cause d'une forte utilisation. Le système de sonorisation fait une annonce. Annoncer que le personnel distribuera des sacs rouges pour déchets biologiques dans les cabines et que les passagers devront les utiliser pour déféquer. Les sacs doivent être mis dans le couloir devant la cabine et les passagers urinent dans leur douche. Ce n'est pas ce qu'on souhaite entendre pendant une croisière entre amis. Certains passagers ne mangent pas pour essayer d'éviter d'utiliser les sacs rouges. D'autres, quand la nature appelle, sac rouge. Une odeur nauséabonde envahit tout le navire. En plus, sans électricité, les stabilisateurs sont hors service, donc le bateau roule lentement sur l'océan. Les passagers doivent tenir les rampes dans les couloirs pour garder l'équilibre. Et les eaux usées jaillissent des toilettes bouchées, se répandant dans les cabines et sur les ponts. Les eaux usées et les sacs rouges coulent dans les couloirs et les corridors. L'eau et les déchets refoulés dans les canalisations débordent, détrempant la moquette du navire pour s'échapper des déchets qui débordent. Les passagers emmènent leurs matelas sur les ponts et se servent de couvertures pour improviser des tentes. La mauvaise odeur et la chaleur accablante créent une atmosphère tendue à bord du navire. Pendant les repas, des passagers surpris à stocker de la nourriture aggravent les tensions après une nuit insupportable. Les passagers sont informés que le Carnival Triumph sera assisté par le Carnival Legend et le Carnival Conquest. Bien que Carnival ne puisse pas transférer les passagers sur un autre navire, ils peuvent fournir des provisions et des fournitures indispensables. Plus tard, le 11 février, le Carnival Legend s'approche du Triumph. Ce navire fonctionne parfaitement et ses passagers s'amusent de beaucoup, ce qui contraste avec les conditions à bord. Le Triumph et le Carnival Legend, navire de la garde côtière américaine, assistent les passagers. L'équipage du Triumph tente de détendre l'atmosphère avec des divertissements et organise des marathons de films grâce aux générateurs de secours. Les passagers se regroupent, jouant de la guitare ou aux cartes pour patienter. Les toilettes restent dans le même état. Selon un passager, les sacs rouges pour déchets médicaux sont la seule option pour les 4000 passagers. Triumph est en retard d'un jour pour sa dialyse, alors la garde côtière la transporte vers le Carnival Legend, qui se dirige vers Miami. À 15h, les remorqueurs arrivent, mais le capitaine apprend que Progreso n'est plus le port le plus proche. Le navire sera donc amarré à Mobile, Alabama.
Pour apaiser les passagers et fêter l'arrivée du remorqueur, le capitaine annonce un bar ouvert l'après-midi et le soir avec bière et vin à volonté. Certains invités profitent de l'alcool à volonté, deviennent bruyants et laissent éclater leur frustration sur le navire en état d'ivresse. Certains passagers urinent et crachent sur le sol des toilettes, aggravant ainsi le désordre déjà présent à bord. Certains jettent des gobelets et assiettes en papier dans le bar et l'eau. Le bar ferme après 2 heures. Au matin du 12 février, le Carnival Triumph dérive en mer depuis 2 jours. Le navire a encore été remorqué sur 78 milles nautiques à une vitesse de 6 nœuds avec encore 210 milles nautiques à parcourir jusqu'à Mobile, soit 35 heures restantes. Grâce aux nouvelles provisions du Carnival Legend, les repas sont meilleurs, plus variés et l'équipage sert tout le monde efficacement. Mais le navire continue de tanguer sans ses stabilisateurs et la situation des eaux usées se détériore, l'urine remontant par les douches et débordant dans les cabines. L'équipage met du carton au sol dans les couloirs pour assurer la sécurité des passagers, mais il s'imbibe vite. Le 13 février, il reste 110 milles nautiques au Carnival Triumph avant d'arriver à Mobile. Dans la matinée, l'équipage informe les passagers que 2 hélicoptères vont atterrir sur le pont arrière, avec des ingénieurs qui vont essayer de dépanner les moteurs diesel électriques et, espérons-le, de rétablir l'alimentation du navire. Les passagers doivent démonter leur tente de fortune pour permettre l'atterrissage des hélicoptères. À l'approche des hélicos, une foule se rassemble pour assister à leur arrivée. Les ingénieurs, après une nuit de travail, rétablissent partiellement l'alimentation des ascenseurs et des égouts, permettant enfin aux toilettes de fonctionner, au grand soulagement de tous. Le 14 février, les 2 remorqueurs tirant le Triomphe luttent contre de forts vents pour regagner du terrain. 2 remorqueurs supplémentaires se joignent pour remorquer le Carnival Triumph et un autre remorqueur est mis en attente. Après 4 jours sur leur paquebot de croisière, ils accostent à Mobile à 21h20 et les passagers commencent à débarquer à 22h00. Jerry Cahill, président-directeur général de Carnival Cruise Line, accueille les passagers à la sortie du navire. Pour leur présenter ses excuses et réparer ce que les passagers ont enduré pendant la croisière, Carnival leur a offert un remboursement intégral du voyage. Ils ont réservé des vols et organisé des bus pour ramener les passagers chez eux en signe de bonne volonté. Chaque passager a aussi reçu $500 pour tout dommage ou blessure durant la croisière. L'autorité maritime des Bahamas a dirigé l'enquête car le Carnival Triumph y était enregistré. Leurs rapports ont signalé que l'incendie provenait d'une fuite dans une conduite de retour d'huile de carburant flexible du moteur diesel numéro 6, laissant le carburant se répandre sur une surface chaude et s'enflammer. Le Triumph a quitté le port avec seulement 4 générateurs sur 6 en marche. Le générateur numéro 6, où l'incendie a débuté, avait du retard de maintenance et ses conduites de carburant étaient non protégées. Carnival a affirmé que cela allait au-delà des normes de sécurité de l'époque. Les passagers ont poursuivi la compagnie et Carnival Cruises a versé un règlement supplémentaire de $118 500, soit environ $30 par passager. En 2019, le Carnival Triumph a été rénové pour $100 millions. Après la rénovation, il a été renommé Carnival Sunrise.